Bonjour à tous et bienvenue dans cette session sur KMO. Donc, ça va être une grande première pour moi de présenter une session en ligne. On va parler de KMO aujourd'hui. Alors je pense que ce nom-là, ça ne vous dit pas grand-chose, mais j'espère que plus tard, ça va vous rendre quelques services. Donc pour les personnes qui ne me connaissent pas, je vais commencer par me présenter. Je suis Grégory Bosch, je suis DBA SQL Server depuis quelques années maintenant. Je faisais du développement et un petit peu de BI avant. Je travaille chez Criteo depuis presque 2 ans. D'ailleurs, on cherche toujours à agrandir notre équipe, donc faites-moi signe si vous êtes intéressé. Pour me suivre, en fait, le réseau sur lequel je suis le plus actif professionnellement au sujet des bases de données, du développement ou de l'informatique en général, c'est sur Twitter. Donc n'hésitez pas à venir m'y retrouver. Vous me connaissez peut-être aussi au travers de Kankuro, donc le logiciel, un logiciel gratuit qui va permettre de monitorer des instances SQL, de trouver des problèmes, de vous faire gagner du temps. Donc vous allez peut-être entendre parler de Kankuro dans cette session, mais c'est vraiment pas l'ordre du jour. Aujourd'hui, on est là pour parler de KMO. Voilà. Donc c'est parti. Donc on va d'abord faire un retour assez rapide sur SMO. Donc, SMO, ça veut dire SQL Server Management Object. Ce sont l'ensemble des bibliothèques fournies par Microsoft qui vont nous permettre d'administrer des instances SQL Server et pratiquement tous les objets des bases de données à l'intérieur de ces instances. Les anciens, ceux qui ont travaillé sur SQL Server 2000 et avant, se souviennent peut-être d'SQL DMO, qui était son ancêtre. Voilà, SMO est apparu en 2005. Je pense que si vous utilisez SSMS, vous utilisez SMO au quotidien sans vous en rendre compte en fait. Par exemple, si on veut sauvegarder une base de données, via l'interface graphique, on va sélectionner notre base, sélectionner tout plein de paramètres. Et en fait, quand on va cliquer sur le bouton OK, ce qui va permettre de transformer les choix qu'on a fait dans l'interface graphique en code SQL, ça va être SMO. Donc ça veut dire qu'SMO, ça va nous permettre d'interfacer, par exemple, des objets en C# ou en PowerShell en code SQL. Donc ça va énormément nous faciliter certains scripts dès qu'on va vouloir automatiser. Si vous connaissez pas du tout SMO ou que vous vous sentez pas très à l'aise avec, je vous recommande une session qu'on a présentée avec Philippe Gégère en 2014 au Journée SQL Server. Dans cette session, on y expliquait les bases pour commencer un projet avec SMO, quels étaient les DLL à importer, comment on instanciait des objets de base, et on donnait plein d'exemples. Donc cette session avait été enregistrée, elle est disponible sur YouTube et sur le SlideShare du Gus pour le PowerPoint. Donc normalement, si vous n'êtes pas très à l'aise avec SMO, si vous suivez la conférence des JSS 2014 sur SMO, plus celle d'aujourd'hui, normalement vous devriez avoir toutes les billes pour travailler avec KMO sans difficulté. Donc maintenant, KMO, qu'est-ce que c'est? Donc, vu que je suis un petit peu mégalo, j'ai choisi KMO pour Kankuro Management Object pour faire le parallèle avec SMO. Voilà, donc ça va, dans cette bibliothèque, je fournis plein de codes que j'utilisais dans Kankuro et que j'ai voulu rendre open source. Donc pourquoi j'ai créé Kankuro? En fait, c'était parce que Kankuro, bon, c'est un logiciel qui était gratuit, qui va continuer à l'être d'ailleurs, mais qui n'est pas open source. Et donc je me suis dit que en commençant par ouvrir tout ce qui était code SQL, bon, déjà ça permettait à tous les DBA de venir m'aider sur le projet et de répondre à leurs propres besoins. Parce qu'au départ, Kankuro, je l'avais fait pour mes besoins perso. Et bon, je pense que ça rend service à quelques autres personnes, mais avec KMO, du coup, vu que c'était ouvert, vous pourrez customiser pas mal de choses. L'autre raison pour laquelle j'ai voulu rendre KMO open source, en fait, c'était pour pouvoir réutiliser le code. Parce qu'en fait, il y a des fonctionnalités qui me semblent assez intéressantes dans Kankuro. Je suis assez content de les avoir fait.
et j'aimerais bien m'en resservir au travail, mais sous forme de script. Et donc, bon, bah, c'est hors de question d'instancier une interface graphique via un script, hein, ça n'a pas fonctionné très bien. Donc, bah, je me suis dit, il y a deux solutions. C'est soit je fais un copier-coller du code que j'ai fait dans Kankourou pour le mettre au travail, et puis bah, ça va m'obliger à gérer deux versions du code, c'est pas forcément le plus intelligent. Soit sinon, bah, ce qui est fait dans Kankourou, je le rends open source, et puis du coup, je vais pouvoir m'en servir dans les scripts au travail. Un peu plus tard, dans la démo, je vais vous prendre un cas vraiment concret de comment on l'a implémenté au travail avec du code PowerShell. Voilà, on en reparle un petit peu plus tard. Dans KMO, ça consiste en quoi? En fait, dans KMO, ce qu'on va retrouver, c'est plein de méthodes d'extension. C'est-à-dire que au lieu de créer des nouveaux objets, je vais réutiliser des objets existants. Si vous avez déjà scripté avec SMO, vous utilisez déjà des serveurs, des databases, des tables, des colonnes, enfin tous les objets SMO. Et je me suis dit, est-ce que ça a un réel intérêt que je crée mes propres objets? Je me suis dit, bah, a priori non, parce que bon, un serveur, on sait déjà l'instancier. Du coup, je suis parti sur des méthodes d'instanciation, ça veut dire qu'on va continuer d'utiliser les mêmes objets, mais on va enrichir avec de nouvelles méthodes. Par exemple, si je vais voir sur ce lien du MSDN, qui explique ce qu'est exactement une méthode d'extension, on va voir cet exemple, la méthode wordCount. En fait, c'est une méthode toute simple en C# qui va nous retourner le nombre de mots qu'on va trouver dans une phrase. Sauf qu'en fait, c'est une méthode banale. Bon, elle est en statique, hein, puisque les méthodes d'extension, c'est forcément statique. Mais ce qu'on va retrouver, c'est ce mot-clé-là, le this. Ça va vouloir dire que cette méthode va s'appliquer, ça va être une nouvelle méthode de l'objet string. Voilà. Et donc ensuite, une fois qu'on a déclaré cette nouvelle méthode, on va pouvoir, en invoquant bien sûr, en instanciant notre espèce de nom, on va pouvoir utiliser un string, tout à fait normal, et ensuite ajouter une méthode. Voilà. Donc ça, en fait, méthode d'extension, c'est on rajoute des méthodes, de nouvelles méthodes à des objets existants. Voilà. Là, on a une nouvelle méthode pour un string. Donc KMO, c'est exactement pareil. On va utiliser par exemple un serveur, et puis vous allez voir, on va avoir plein d'autres méthodes dispo. Bon, j'en ai fini à peu près avec les slides un peu chiantes qui expliquent. Donc on va passer aux démos. Et on va commencer par une fonctionnalité qui est assez simple à mettre en œuvre, mais qui est, je pense, assez intéressante. Alors, ce sont les CRUD, donc ça veut dire Create, Read, Update, Delete. En fait, si vous travaillez sur des environnements OLTP, souvent ce qu'on recommande aux développeurs, c'est de faire des procédures stockées plutôt que de faire des requêtes dynamiques ou ce genre de choses. Chez Criteo, on utilise quasiment 90%, peut-être même plus, des procédures stockées. Et en discutant avec les développeurs, on se rend compte que c'est quand même des choses un petit peu chiantes à écrire, ça prend du temps. Et puis surtout, quand on y regarde un petit peu de plus près, on se rend compte que la majorité de ces procédures-là, ce sont des procédures toutes simples. Ça va être un select de toutes les colonnes d'une table, where mapk va être égal à l'id qu'on a passé en paramètre, ou ça va être un update sur l'APK avec, pareil, toujours des paramètres à passer, ou un insert, mais en fait, il n'y a pas de réelle intelligence dans ces procédures stockées. Ouais, du coup, s'il n'y a pas de procédure, je me suis dit que c'était, s'il n'y a pas d'intelligence, je me suis dit que c'était une mission pour moi. Et donc, avec KMO, on va pouvoir générer plein de procédures stockées à partir d'une table. Donc, on va commencer la démo. La démo. Alors là, ça va être une démo qui va être faite en C#. Mais en fait, toutes les autres ensuite vont être en PowerShell. Je me suis dit que c'était intéressant de montrer que les deux fonctionnaient.
L'écriture est beaucoup plus propre en C# qu'en PowerShell, je trouve, pour les méthodes d'extension. Mais bon, vous allez voir, vous n'allez pas être trop perdu. Donc, si vous connaissez SMO, tout ce premier bloc, ça va vous parler. Ça permet de, je me connecte à un serveur, qui est sur une VM en local. Je lui passe mes identifiants, c'est en authentification SQL. Je me connecte à une base de données, donc j'ai un objet database, et ensuite je sélectionne la table personne de cette base-là. Tout ça, c'est que du SMO. Et ce qui va arriver derrière, c'est du KMO, parce que par exemple, si j'enlève cette ligne-là, tout ça, il n'y a rien qui est souligné en rouge, là ici, il va nous dire que ça ne va pas. Donc, si je vais voir la table personne dans AdventureWorks, c'est personne.personne, on va voir qu'on a toutes ces colonnes-là, donc une PK et puis plein d'autres colonnes. Donc là, le but, ça va être de générer des procédures stockées standards sur cette table-là. Donc je vais exécuter tel quel. Donc, on a notre objet table en SMO, et ensuite, je vais appeler cette méthode-là, donc c'est une méthode d'extension de KMO. J'exécute. C'était la méthode script procedure select. Et donc en fait, il m'a généré le script pour une procédure stockée qui va prendre en paramètre la colonne de l'APK et qui va remonter toutes les colonnes de la table where l'APK égale le paramètre. Voilà, tout simplement. Si on veut aller un petit peu plus loin, on va faire la même chose, mais là, on va ajouter un header. Souvent, on demande aux développeurs de dire ce que fait la requête. Donc, je pense qu'on peut automatiser certaines choses. Là, dans cet exemple, j'ai juste écrit script generated with KMO. On va exécuter. Là, donc, j'exécute une procédure, un script de procédure d'update. Et donc là, il m'a bien généré, donc avec le header, hein, mais il m'a généré une procédure d'update. Avec tous les paramètres, il va faire un update set les colonnes égale les paramètres, where l'APK égale l'APK. Voilà, toujours pareil. Relativement simple, on a toujours notre objet et on appelle une seule méthode. Je commente ça, et là maintenant je vais décommenter ça. Là, je vais vous montrer toutes les méthodes qui existent. Donc en fait, là, cette fois-ci, je vais boucler sur toutes les tables de ma base de données, et je vais générer toutes les procédures stockées. Parce qu'en fait, le but d'utiliser ça, c'est pas forcément de le faire sur une table, mais de le faire par lot. Donc là, on va voir tous les types qui existent. Donc on va voir la procédure list, qui elle va juste faire un select étoile dans toute la table. La select, on l'a vu dans le premier exemple. On va voir le select with TVP, c'est-à-dire qu'il va d'abord nous générer un create type qui va bien et qui va nous permettre d'appeler plusieurs lignes d'un coup. On va avoir bien sûr l'insert, l'update et le delete. Voilà. Je vais exécuter, ça va durer quelques secondes, normalement. Voilà, donc là, pour toutes les tables, il génère toutes les procédures. Voilà, il a terminé. Vous avez vu, c'est assez rapide. Donc on a bien une procédure pour la suppression, une procédure pour la mise à jour, une procédure pour l'insert. On a bien notre TVP avec le create type et ensuite le create procédure. Voilà, ensuite on va retrouver le select et puis le list. Et on va avoir la même chose pour toutes les tables. Voilà. Donc ça, c'était une des premières fonctionnalités qui est disponible avec KMO. Donc si vous téléchargez KMO et que vous voulez mettre le nez dedans, j'ai classé tous les objets avec le nom SMO en rajoutant un K devant. Donc K-table pour table. Et donc vu que ça s'adresse à une table, on va retrouver tout le code qui permet de générer ça. Tout à l'heure, je vous ai montré la méthode wordCount, et je vous disais qu'il y avait le mot-clé this. Donc là, on retrouve bien la même chose. On a bien cette méthode script procedure list qui va se rapporter à l'objet table.
Donc voilà pour les crudes. Pour l'instant, il n'y a pas eu de questions, donc je vais continuer. On va passer sur une deuxième fonctionnalité qui me semble intéressante aussi. C'est pour comparer les données. Puisqu'en fait, dans KMO, on va être capable, avec deux tables SMO, de pouvoir comparer si elles ont les mêmes données ou pas, pour trouver quelles sont les lignes de différence. Bref, il y a tout un tas de méthodes, on va les détailler. Ça va être utile, par exemple, si vous voulez savoir que dans telle table de production, on a les mêmes données en pré-production ou en développement, ou pour comparer vos environnements. Voilà, on va avoir quelques cas d'utilisation. On va avoir plusieurs types de méthodes qui vont être plus ou moins précises et plus ou moins performantes du coup. On va avoir la méthode compare data light qui va, comme son nom l'indique, va faire un traitement light qui va juste nous renvoyer si on a les mêmes données ou pas, juste un booléen, true ou false. Sinon, on va voir la méthode compare data qui elle va pouvoir nous dire si on a les mêmes données ou pas, mais qui va être un petit peu plus coûteuse, mais qui va pouvoir nous dire quelles sont les lignes qui ont été ajoutées, les lignes supprimées ou modifiées. Donc, on va repasser à la démo. Donc là, je vous avais dit, on avait une première démo qui était en C#. Maintenant, on passe uniquement sur du PowerShell. Voilà. Donc là, je vais vous expliquer rapidement ce qu'on fait. La première partie, tout ce bloc-là, c'est uniquement du SMO. C'est un petit peu comme on a vu en C#, en fait. On va se connecter donc toujours à l'instance de ma VM. On récupère une base de données et ensuite une table. Donc on récupère la table adresse, enfin, personne.adresse. Et ensuite, je vais créer une deuxième instance en local, là sur ma machine, plus sur la VM. Et donc je vais avoir deux tables. Les deux tables qui sont censées être identiques. Alors, en théorie, elles sont identiques puisque je viens juste de restaurer les bases de données, donc normalement il ne devrait pas y avoir de souci. Et si je vais jouer cette méthode-là, compare data light, il devrait me dire si on a les mêmes données ou pas. Donc j'exécute. Donc là, il devrait me renvoyer true. Voilà, exactement. Il nous renvoie juste true, puisqu'on a exactement les mêmes données. Alors, maintenant, ce qu'on va faire, c'est que, vous n'allez sûrement pas me croire comme ça, je vais jouer ce script-là sur ma VM, hein, c'est ça, je suis bien sur la 14330. Et donc, dans la table personne.adresse, je vais ajouter une ligne, je vais en modifier une, et puis je vais en supprimer une autre. Ok? Donc je joue ça, voilà, il m'a exécuté ça. Je vais rejouer mon PowerShell, et donc là on est d'accord, il y a une instance qui a été modifiée, l'autre base de données, elle n'a pas été modifiée. Donc si je rejoue, il doit me dire que les données ne sont pas identiques. Voilà, il me retourne bien false. Donc, bon, bah, effectivement, on est un petit peu avancé, on sait qu'on n'a pas les mêmes données. Maintenant, je veux savoir quelle est la différence, en fait. D'accord? Donc, je vais juste décommenter ça. Et là, on va appeler non plus la méthode compare data light, mais la méthode compare. Et donc, la méthode compare data, elle prend toujours une table SMO et la deuxième table SMO en paramètres, hein, comme la compare data light. Mais on va en plus rajouter trois data tables qui vont nous spécifier les lignes qui ont été ajoutées, les lignes supprimées et les lignes modifiées. Puis on a un dernier paramètre, on va le voir après en fait. Je vais exécuter ça. Voilà. Donc en fait, alors c'est pas forcément très parlant dans ce mode-là, mais là ce qu'il nous dit, c'est que dans les colonnes, dans la data table qui a été ajoutée, on a ajouté l'APK 32522. On a supprimé la ligne 3 et on a mis à jour. On a supprimé la ligne 4 et on a mis à jour la ligne 3.
Ok. Bon, bah là, on a uniquement la PK. Si on veut avoir le détail de toute la ligne, en fait, c'est le dernier paramètre qu'il faut mettre à true. Et on aura tout le détail. Je le réexécute. Et donc là, voilà. On se retrouve avec la nouvelle ligne. Online event, vchapter, Paris. On va vérifier dans le code. C'est bien ça, online event, vchapter, Paris. On a supprimé la ligne 4. Hop. On a bien supprimé la ligne 4. Et on avait modifié la ligne 3. Et effectivement, elle est ici. Voilà. Donc, vous voyez, en fait, avec KMO, on est capable de différencier les données, en fait. Et donc, comment ça fonctionne? En fait, je fais un checksum aggregate d'un checksum de toutes les colonnes plus d'un hashbyte de toutes les colonnes de type texte. Donc du char, varchar, nchar, nvarchar. Voilà. Si on va regarder le code dans KMO, on va retrouver ça ici. Voilà. Je vais faire un select checksum aggregate, voilà, de ce que je disais. Et donc, si on regarde quelles sont les colonnes sélectionnées, hop. Voilà, tout ce qui est texte, on fait un hashbyte en MD5 pour ne pas avoir de problème, parce que si on est sur des alphabets en russe ou en chinois ou en latin, en fait on peut avoir le même checksum alors que ça ne correspond pas forcément. Avec un hashbyte, on évite énormément de problèmes comme ça. Je vais juste lancer une petite trace rapidement et on va comparer ce que ça fait. Donc, je me connecte au profiler. Je vais sélectionner dans SQL batch completed. Ok. Je vais commenter tout ça. Et on va juste rejouer le compare datalite. Parce qu'en fait, le compare datalite, lui, il fait un checksum des deux tables. Et il va juste retourner un entier pour savoir si c'est la même chose ou pas. Donc là, je l'ai joué. Et ce qu'on voit, c'est qu'il fait bien un checksum aggregate d'un checksum de toutes les colonnes, plus un hashbyte des colonnes texte sur la table. Ça, on peut le jouer, ça retourne uniquement un entier. Donc du coup, au niveau de notre applicatif, c'est assez léger, c'est vraiment le serveur qui va travailler. Si je le joue, ça me retourne juste ce chiffre-là. Donc comparer deux entiers, je pense que nos scripts savent le faire sans souci. On va passer à un autre exemple. Donc tout à l'heure, je vous disais que j'allais vous parler d'un exemple un peu plus concret, puisque chaque ITO, en fait, on a beaucoup de développeurs qui nous demandent de jouer des scripts de mise à jour de données en production. Ça peut être de la correction de données ou un script qui remplace quelque chose qui n'est pas géré par la appli. Donc en principe, c'est un insert dans une table ou un update ou ce genre de choses. Sauf que nous, en fait, ce qu'on leur demande, c'est qu'ils nous fournissent un script de rollback. On veut qu'ils maîtrisent un petit peu ce qu'ils font sur la plateforme. Donc, s'ils nous fournissent un script d'insert, il va falloir qu'ils nous fournissent le script de delete pour supprimer cette ligne qu'ils ont ajoutée. Donc bon, voilà, effectivement, pour insérer une ligne et puis la supprimer après, ça paraît relativement simple à valider. Hein. Mais parfois on a des scripts assez complexes. Ou alors juste des fois on n'est pas réveillé et puis bon on pense que ça va fonctionner, mais ça fonctionne pas vraiment en fait. Voilà.
Et donc, on s'est dit que dans Kankuro, je savais comparer les données d'une table. Donc, du coup, dans KMO, on peut faire des checksums. On a vu qu'un checksum, c'était uniquement un entier qui remontait. Donc, je me suis dit, si je crée un module PowerShell qui regarderait ce que fait les scripts, et puis qui irait les jouer, les tester, et puis qui comparerait pour savoir si le script fonctionne bien ou pas. En fait, c'est ce qu'on est en train de mettre en place. Et ça fonctionne plutôt bien. Donc, je vais aller juste chercher. Alors, ne rigolez pas, le projet pour l'instant s'appelle Jean-Claude. Ne me demandez pas pourquoi aujourd'hui. Je pense que son nom changera bientôt. Voilà, on va prendre cette méthode-là. Donc ça, c'est la méthode qu'on va appeler, c'est la fonction principale du module. Donc en fait, elle va prendre en paramètre trois fichiers, puisqu'on leur demande toujours un fichier de sauvegarde, un fichier de mise en prod, et puis ensuite un fichier de rollback au cas où. Ensuite, ce module-là, il va prendre en paramètre un serveur et une base de données sur lesquels on va tester. Et puis un login et un mot de passe éventuellement si on est en Authentif SQL. Et donc ce que va faire ce script, en fait, y a pas, je vous préviens, il n'y a pas que du KMO dedans. Puisque là, on va récupérer la liste des tables qui vont être mises à jour par les différents scripts. En fait, là, on va utiliser scriptdom pour parser le fichier. On va, dans ces trois fichiers, on va être capable, en le parsant, de récupérer la liste de toutes les tables qui sont mises à jour. Donc, si j'ai un update table 1, elle va se retrouver dans cette liste. D'accord? Une fois qu'on a cette liste-là, ce que je vais faire, là, je vais utiliser KMO, et je vais calculer le checksum de chaque table, et je vais le stocker dans cet objet-là. Une fois qu'on a calculé un checksum, donc en fait on a fait une image de ce qu'il y avait avant, donc ça prend pas de place, hein. Si on met à jour 5 tables, on va avoir 5 entiers. Donc ensuite ce que je vais faire, c'est que je vais jouer tout simplement les trois fichiers. La sauvegarde, le rollout, et ensuite le rollback, sur un environnement de test. Et juste après, je refais un checksum. Et il ne me reste plus qu'à comparer est-ce que j'ai des différences de checksum sur les différentes tables. Tout simplement. Voilà. Ça va permettre, quand un développeur nous soumet un script, on va être capable très rapidement de lui dire ok, ton script, il n'a pas fait d'erreur, il a l'air de fonctionner, et en plus, on voit bien qu'on a bien les mêmes checksums avant et après. Donc c'est pas un test qui est infaillible, mais ça nous fait gagner quand même pas mal de temps. Surtout pour les gens qui ne sont pas réveillés toujours comme moi. Donc on va travailler toujours sur AdventureWorks. Hein. Dans notre premier fichier backup, je vais faire une sauvegarde dans une base KinDB à part de la table databaselog. Ensuite, dans le script de rollout, je vais supprimer une ligne dans databaselog et puis je vais ajouter une heure à toutes les autres. Toutes les autres lignes vont prendre une heure. Okay. Et ensuite, je vais supprimer les lignes de AW but version. D'accord? Et dans le rollback, je vais remettre les heures, je vais retirer une heure sur toutes les lignes, et puis je vais remettre dans databaselog toutes les lignes qui n'existent pas dans databaselog, mais qui sont dans la table sauvegardée. D'accord? Et j'ai fait exprès d'oublier que j'avais supprimé la ligne dans AW but version. D'accord? C'est pas une erreur de ma part, au contraire, normalement, ça devrait planter parfaitement. Voilà. Donc j'ai préparé un script dev.ps1 qui va juste appeler le module test-script en lui passant les trois fichiers qu'on vient de voir et sur ma base AdventureWorks. Okay. Donc je vais jouer. Et normalement, si les dieux de la démo sont avec moi, ça devrait planter. C'est normal. Voilà.
effectivement, il m'a bien levé une erreur en me disant, j'ai fait des checksums, mais par contre, sur la table AW but de version, ben, avant, on était à moins 1601, je vais pas le compter jusqu'au bout, et maintenant, on est à 0. Du coup, ben, le script de rollback ne fonctionne pas. Voilà. Par contre, il a quand même joué, grâce à SQLCMD en PowerShell, il me dit quand même que, il me remonte quand même quelques statistiques, donc les statistiques d'IO, les statistiques CPU. Donc là, je les ai désactivées, mais on peut les activer, c'est juste un paramètre. Il va être capable de nous dire combien de temps chaque script a tourné, donc on est capable de savoir, en plus, savoir s'il n'y a pas un truc, si ça tourne genre une demi-heure alors que c'est censé être plus rapide, c'est peut-être qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans le script. Donc c'est un outil assez intéressant, je voulais vous le montrer parce que je pense que c'est une bonne utilisation de KMO en fait. En fait, on a pris des scripts PowerShell, on a juste fait un import module de la DLL KMO, et puis c'est parti, on pouvait travailler. On savait déjà travailler avec SMO, donc KMO, ça vient juste, c'est une ligne en plus pour importer la DLL, et puis ça nous ouvre plein de possibilités. Voilà, j'espère que cet exemple vous a intéressé. On va passer à la suite. Parce qu'on a vu les CRUD, on a vu la comparaison de données, mais il y a encore pas mal d'autres choses. Puisqu'en fait, dans KMO, en fait, c'est toutes les fonctionnalités quasiment de Kankuro. Donc on a énormément de choses. Ce que je vous propose, plutôt que de regarder ce PowerPoint, c'est qu'on passe de suite, on va refaire une autre démo, on va prendre quelques exemples. Il me semble qu'il me reste encore pas mal de temps, donc on va pouvoir en voir un petit peu. Je vais fermer ça. Et voilà, on est de retour en PowerShell. Donc, je vais exécuter ça, tout simplement, qui va me permettre de charger SMO, KMO, et puis de me connecter à mon instance de ma VM. Okay. Donc, j'obtiens la variable myServer, on va regarder ce qu'il y a dedans. Donc là, je sais même pas sur quelle version de SQL Server je tourne. Donc je vais regarder ce qu'il y a dans l'objet serveur d'SMO. Donc c'est pas exactement ce qui me fait, c'est un petit peu long. Parfois ça met quelques secondes à s'afficher. Bon bref, je vais continuer. En fait, dans cet objet, on va avoir une version majeure, une version mineure, on va avoir des chiffres. Donc il va nous dire qu'on est en version 12.0. Machin. C'est pas forcément très parlant. Avec KMO, on va être capable d'avoir une version en toutes lettres. C'est-à-dire qu'on va, au lieu d'avoir T en version 12, on va avoir tu es en SQL Server 2016. Voilà. Par exemple, voilà, on a eu le résultat. Donc si je regarde, ben on a version majeure, c'est la 13. Version string, 13.0.1601.5. C'est pas ce qu'il y a de plus parlant. Hein. On voit qu'en est, si on va voir le product level, on peut s'en sortir en fait. Mais c'est un petit peu chiant en fait, pour savoir exactement comment on est. Avec KMO, bah, c'est tout simple. Je suis en SQL Server 2016. Et si je veux la version complète, j'appelle la méthode versionFull. Et je dis que je suis en 2016 RTM Developer Edition. Voilà. Donc je pense que c'est un petit peu intéressant. Ensuite, on va avoir toutes les autres fonctionnalités de Kankuro. Et donc, par exemple, si on veut faire du monitoring, qu'on veut avoir toutes les sessions, comme un SPU en fait, ça correspond au SPU de Kankuro. Ben voilà, je l'exécute.
et on va obtenir le résultat de toutes les sessions qui tournent. Alors c'est pas ce qu'il y a de plus lisible, hein, puisqu'en fait là, on a juste renvoyé un data table avec toutes les sessions. Donc ce que j'aime bien faire, c'est d'utiliser les fonctionnalités de PowerShell. Donc là, ça n'a rien à voir avec KMO. Là, c'est vraiment PowerShell. Je vais rediriger la sortie dans un grid view, tout simplement. Et si j'exécute ça, voilà. On a ce résultat de requête avec toutes les sessions. Bon alors là, je vous rassure, hein, c'est pas un serveur de prod, hein, c'est l'instance que j'ai montée pour cette session. Donc il n'y a pas énormément de SPID différents. Mais il y a quand même quelque chose qui est intéressant dans ce grid view, c'est qu'on peut filtrer en natif. Donc, par exemple, si je tape Gus, bon, si je tape Gus, j'ai dit, j'ai pas tapé, ça va automatiquement me filtrer toutes les lignes sur Gus. On pourrait faire la même chose en disant je veux voir tout ce qu'il y a sur AdventureWorks. Voilà. Donc je trouve ça assez intéressant. Ça n'a rien à voir avec KMO, mais bon, je pense que si on utilise les deux ensemble, ça peut être pas mal. Voilà. On a plein de critères, on peut filtrer sur toutes les colonnes, on peut faire des choses un petit peu plus compliquées. J'aime bien utiliser ça. Voilà. Une autre fonctionnalité de PowerShell, c'est que plutôt de l'avoir dans un grid view, on peut avoir le résultat dans un fichier. Donc si j'exécute ça, il m'a créé dans c2.temp getWho.txt le résultat de ma requête. Voilà, je récupère bien le résultat de ma requête. Ça c'est intéressant, je pense, quand on ne veut pas rester trop longtemps sur une instance. On pourrait imaginer un script PowerShell qui irait exécuter plein de méthodes de KMO. On va en détailler plein, donc on va voir qu'il y a plein de choses au niveau des performances qui sont intéressantes. On pourrait imaginer remplir un fichier ou plusieurs fichiers avec tous les résultats pour pouvoir les consulter par la suite pour faire un audit un petit peu plus loin sans forcément rester toute la journée sur le serveur ou chez notre client. Voilà. On a également sinon la méthode getLiveSession. Donc là, on affiche uniquement ce qui tourne à l'instant T. Du coup, là, par exemple, je l'ai joué, il m'a rien envoyé, puisqu'il n'y a pas d'activité du tout sur le serveur. J'avais prévu le coup. Je vais exécuter cette requête-là, qui va faire un select étoile et surtout qui va attendre pendant 30 minutes. Donc je devrais avoir assez de temps. Je vais le lancer, il va tourner. Et si je relance ma commande PowerShell, voilà. Je vois bien qu'actuellement, on a cette session qui est en train de tourner et qui est en train de faire un wait for. D'accord? C'est plutôt pas mal. Par exemple, si on a voilà, j'obtiens même la requête en cours d'utilisation. Ça peut être intéressant, par exemple, si on a des restaurations ou des backups qui sont en cours, par exemple, ou on a des opérations de shrink, par exemple. Toutes ces opérations-là ont une colonne qui s'appelle Person Complete. Et en fait, on va pouvoir savoir si on est plutôt à 10% de notre sauvegarde ou à 90%. Et donc, entre la date de début plus le pourcentage de complétion, on va être capable d'estimer, si tout se passe bien, une heure de fin. Donc, je trouve que c'est assez intéressant. getLiveSession, je l'utilise au quotidien. On va voir des options au sujet des sauvegardes. Pour savoir, on arrive sur un serveur, j'exécute ça, et oui, ce que j'obtiens, c'est que pour chaque base, je sais quand est-ce qu'elle a été sauvegardée pour la dernière fois, quand est-ce qu'elle a été restaurée pour la dernière fois. On va voir un petit peu plus loin qu'on va avoir des statistiques beaucoup plus poussées, puisqu'on va avoir tout l'historique de sauvegarde d'une base en particulier.
On va le voir un petit peu plus loin. On va ensuite parler de la lecture de l'error log. Donc tout le monde connaît faire un XP read error log en SQL, mais sinon on peut aussi dans PowerShell avec SMO. Si j'exécute ça, ça n'a rien à voir avec SMO, avec KMO, c'est uniquement SMO. Lui il est capable d'aller me lire l'error log. Il fait juste un XP read error log comme tout le monde. Je trouve ça plutôt pratique, mais je trouve ça un petit peu moyen aussi. Puisque dans le read error log, on va avoir des messages d'information, on va avoir des login fails, on va avoir de vrais problèmes, et moi en fait j'ai besoin de pouvoir les filtrer assez facilement. Donc j'ai séparé ça en deux méthodes. J'ai le getLoginFail, qui me remonte tous les login fails à part. Et j'ai un read error log, moi aussi, en fait c'est la même méthode mais qui est surchargée, qui lui va me renvoyer que les vrais messages, et surtout, ce que ne fait pas le read error log SMO, je vais pouvoir le filtrer par date. Je vais pouvoir dire, je veux les messages d'aujourd'hui, qui commencent aujourd'hui à minuit et puis jusqu'à maintenant. Voilà. On a tout le détail de ce qui a été joué. Et je vais pouvoir avoir la même chose sur les login fade. Alors, effectivement, il n'y a pas eu de login fade, mais je vais en générer un tout bête. Je vais me tromper dans le mot de passe. Hop. Login fade. Donc ça a été logué dans l'error log. Je vais pouvoir le jouer. Et voilà, j'obtiens bien le problème de login. Et surtout, ça ne vient pas polluer, en théorie, mon read error log. Voilà, je vois pas le login fail. Donc ça permet de lire beaucoup plus facilement les messages d'erreur. On va voir des statistiques sur les attentes. Donc là, j'utilisais une requête que David Barbarin m'avait passée, qui me remonte toutes les attentes. Voilà. C'est assez intéressant quand on a un serveur qui est un peu à la ramasse, ou un problème de performance, ou qu'on veut comprendre ce qui se passe dessus. Ça nous donne des bonnes indications. Donc là, c'était un gateway statistique par défaut, si on ne lui passe pas d'autres paramètres. On a déjà retiré tout plein de types d'attentes qui nous semblaient inintéressantes. Si on filtre pas comme ça, on devrait en avoir beaucoup plus. On a aussi des informations au niveau du buffer de notre SQL Server. On peut voir quelles sont les bases qui consomment le plus de RAM en fait, grâce à notre buffer. Là on est au niveau serveur, mais on verra ensuite qu'on a un autre objet qui permet d'aller voir dans une base de données quels sont les objets eux-mêmes qui prennent de la place dans le buffer. Là on n'a que le détail par base, après on aura les détails par objet. On a des statistiques au niveau du CPU. Donc quelle base consomme le plus de CPU? On est toujours sur un serveur de démo, donc pas eu beaucoup d'activité. On peut l'avoir le CPU système et le CPU SQL minute par minute. Voilà. Toujours intéressant, même si cette DMV-là, DMOS Ring Buffers, n'est plus supportée. Alors, elle n'est plus supportée, par contre, dans les constats que j'ai faits, c'est que c'était toujours vrai. Ça me donnait toujours les bons chiffres, donc voilà, c'est à prendre avec des pincettes, mais ça marche plutôt bien pour l'instant. Je pense que dans les futures versions, ce sera plus le cas. Mais... On a aussi des informations au niveau des IO.
savoir quels sont les temps d'accès, le nombre et le temps d'accès par fichier. Ça peut être intéressant aussi. Alors cette méthode-là, getFileTreeMaps, ça va me dire quels sont les espaces pris par fichier. Pour ça, je m'en sers dans Kankourou, par exemple, pour afficher une carte de chaleur, pour dire quels sont les fichiers les plus gros et quels sont en plus ceux qui sont le plus remplis. On a des notions de sécurité ensuite, pour savoir sur une instance qui a les droits à ça. Donc bah, là, par exemple, j'ai rajouté le login Gus. Intéressant, lancez cette méthode sur vos serveurs, vous serez peut-être surpris. Ensuite, bon, on a des trucs sur les performances avec le top 50 des procédures stockées, le top 50 des requêtes. On va passer sur les statistiques par base de données. Donc là, je vais instancier mon objet mail database. D'accord. Et alors là, par exemple, on a cette méthode-là qui va pouvoir me dire si la base est un distributeur ou pas. Une base de distribution. Ce n'est pas une base de distribution, il m'a retourné false. Alors j'ai fait ça. Vous pouvez avoir cette information dans une autre bibliothèque qui s'appelle RMO. R pour Replication. Replication Management Object. Dans Kankourou, j'ai déjà SMO, KMO, et j'avais besoin de faire des choses sur la réplication, et j'avais pas envie d'intégrer RMO dans mon appli. En plus, c'est un petit peu chiant à intégrer. Donc, j'ai préféré faire juste cette méthode-là, qui est toute simple et qui me dit oui ou non. On a cette méthode-là sur les sauvegardes. Tout à l'heure, je vous disais, on peut savoir quand est-ce que, base par base, quand est-ce qu'elles ont été sauvegardées pour la dernière fois. Avec cette méthode-là, on va pouvoir connaître quel est l'historique de sauvegarde de cette base. Pour une base, on va pouvoir voir en fonction si ce sont des sauvegardes full, des sauvegardes différentielles ou des sauvegardes de log. Donc là, je vois qu'on a une question de David qui me demande si on gère les backups, la compression des backups. Donc oui, effectivement, la compression des backups, on l'a bien, qui est affichée ici. Voilà, on a le backup size et ainsi que le ratio compression. Donc là, on est capable de savoir que, en fait, on a gagné 76% sur la taille en utilisant la compression. Donc on a bien ça. Et aussi, donc, si on est capable de savoir si c'est une sauvegarde via un snapshot. Alors là, ça, c'est effectivement, c'est pas encore implémenté, mais je pense que ça va venir assez vite. En fait, normalement, dans les tables de sauvegarde, on va aller regarder exactement comment c'est codé. Donc là, on est au niveau database, on est dans les backups, get backup history. Donc là, je fais un case when si, pour savoir si on remonte les... voilà, c'est ici. Donc ici, si on a D, on est en full, si on a I, on est en différentiel, et L, transaction log. Donc là, si c'est une sauvegarde via un snapshot de VM, en fait, ce sera marqué comme full. Alors, on doit pouvoir le différencier. Faut qu'on voit comment on peut le différencier, mais ça doit être faisable. Et d'ailleurs, David, si tu as une idée, vu que c'est de l'open source, je pense que tu pourras toi-même soumettre un changement si vraiment je ne trouve pas. Voilà, donc je vais continuer rapidement, juste pour vous montrer, on va pas pouvoir tout voir, hein, mais on a des méthodes d'audit pour savoir par exemple quels sont les foreign keys qui n'ont pas d'index, les tables qui n'ont pas de PK, les tables qui n'ont pas de cluster, par exemple. Pour avoir ça, on pourrait dire aux développeurs d'AdventureWorks que ces deux tables-là n'ont pas de cluster index, donc en termes
Il y a peut-être une raison, mais bon. A priori, ça va créer un index if, donc je ne sais pas si c'est bien. On va voir ça avec eux. Au niveau table, ben, on va retrouver ce qu'on a vu tout à l'heure, hein, pouvoir générer les scripts, les CRUD pour avoir les procédures stockées. Vous voyez, toujours c'est assez simple. Et je vais aussi, donc on va sauter, je vais accélérer un petit peu. Au niveau d'une colonne, en fait, alors dans SMO, je trouvais que c'était vraiment quelque chose qui était manquant. C'était de prendre une colonne et d'avoir son type. Donc, par exemple, si j'affiche $mycolonne, je vais avoir un data type. Je ne le trouve pas. Si, il est ici. Donc c'est un n-varchar. Par contre, pour avoir la longueur, ben alors là, la longueur du n-varchar, bon, je la trouve pas comme ça. Enfin, pour vous montrer que c'est un petit peu chiant à savoir, euh, avec KMO, j'ai permis de scripter ça en SQL. Si j'affiche ça, j'obtiens un n-varchar de 30. Les types sont, il y a plein de types différents, il n'y en a aucun qui se scripte pareil, enfin aucun, s'il y en a quelques-uns qui ont les mêmes patterns, mais il y a plusieurs patterns différents pour les scripter. Donc en fait, voilà, j'ai fait une méthode qui permet d'avoir, en fonction du type, de pouvoir restituer du SQL différemment. Donc ça, je m'en sers pour, par exemple, pour générer les procédures stockées, les CRUD. Ça, c'est très utile. Ça peut être utilisé dans plein d'autres cas. Voilà. Donc je ne vous ai pas tout montré, j'ai pas tout écrit dedans, et puis dans le futur il y en aura encore d'autres. Donc ce script-là, je vous le laisserai à disposition. Il sera téléchargeable, je ne sais pas comment, avec le vChapter ou sur mon site. On devrait trouver comment le mettre à disposition. Mais bon, il me reste plus assez de temps pour tout montrer, donc je vais continuer. Parce qu'il reste quand même certaines choses intéressantes à dire. Hop. Quelles sont les prochaines étapes? Bah déjà, une des premières étapes à faire, ça c'est de mon côté, c'est de finir de migrer tout le code Cancro. Puisqu'en fait, je pense pas avoir fait la moitié. Actuellement, il y a au moins la moitié du code qui est encore dans Cancro et qui n'est pas encore dans KMO. Donc ça va prendre encore quelques semaines avant que tout soit d'aplomb. Ça prend un peu de temps parce que bien sûr, vu que quand je le mets à disposition, j'en profite pour faire du code un petit peu plus joli, de le commenter pour que vous compreniez. Euh, J'essaye aussi d'améliorer les performances. Bref, je reprends le code. Voilà. Donc ça prend un petit peu de temps. Ensuite, dans les prochaines étapes, il y a prendre en compte vos merge requests. Donc ça, j'ai pas encore défini exactement comment on allait faire. Mais si vous voulez faire des changements de code, vous pouvez toujours faire des commits et puis on verra ensuite comment on va les intégrer à KMO. Donc ça c'est totalement open, j'en ai pas encore réellement discuté. Par exemple la question de David tout à l'heure sur les snapshots, ça pourrait en faire partie. Dans les prochaines étapes, il y a aussi continuer à enrichir Kankuro et KMO, parce que c'est pas parce que je bosse sur la migration vers KMO que j'ai pas envie d'implémenter encore d'autres fonctionnalités. Donc ça vient encore en plus. Et puis ensuite, il y aura une partie sur Azure, parce que je crois savoir qu'on peut utiliser SMO sur des bases Azure. Par contre, j'ai jamais utilisé. Je sais pas du tout comment faire. Bon, j'ai pas pris le temps de regarder ça. Euh, du coup, si on peut faire du SMO, j'aimerais bien essayer de faire du KMO dessus, voir s'il y a des limitations. Et là, je pense que j'aurai aussi besoin de vous, parce que si des gens connaissent bien Azure et pourraient m'aider là-dessus, ce serait vraiment intéressant.
Voilà, j'en ai terminé. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je peux soit y répondre maintenant, si c'est des questions assez courtes, soit on en rediscutera un peu plus tard. Voilà, merci beaucoup, Grégory. Je pense qu'il n'y a pas de questions. Alors, merci à tous et la vidéo sera disponible dans les prochains jours sur le site du 24 heures of Pass. Merci beaucoup. Merci. Merci.